Ophélie, faut trop que je te raconte. J'ai vu une pièce avec des rhinos. C'était... Bon, moi j'aime pas trop ça, mais c'était vraiment trop cool. Ouais, je sais, comme ça a pas l'air dingue. Mais attends, y a ma pote Alberta qui est avec moi pour les vacances. On va te montrer, ok? Oui, alors on est que deux, c'est chaud patate. Alberta, tu vas te mettre là, je raconte ce qui se passe, et toi tu rends ça cool. Tu fais des bruitages et tout. Bon, d'accord. Mais t'arrêtes de gigoter pas le tout, alors. Allez. Alors, à l'acte 1, c'est quand dans la ville, tout le monde est au calme. Chacun discute de manière pas du tout normale, mais enfin, disons qu'au moins, il y a une bonne ambiance. Ouais, voilà. Et d'un coup, un rhino géant arrive et traverse la place principale. Résultat, les gens sont paniqués, ils ont peur, ils sont un peu énervés aussi. Voilà, ça c'est l'acte 1. Ouh, très joli rhinocéros. Merci. Le deuxième acte, c'est quand ça devient le bordel. De plus en plus de gens se transforment en rhino parce que convaincus que c'est une bonne chose, parce que suivre les gens, bah c'est cool. Et là, Béranger, le personnage principal et le seul qui se rend compte du problème vrai de la rhinocérite, c'est comme ça que ça s'appelle, voit son meilleur ami Jean se transformer. D'abord, son teint devient vert. Vert. Ouais. Puis, sa voix devient beaucoup plus rauque. Ouais, voilà comme ça. Et enfin, une corne lui pousse. Ouh, acteur studio. Enfin, voilà. Son meilleur pote est un rhino et c'est pas très cool, alors que lui, il pense que c'est cool. Mais bon, en plus, alors là, on peut pas, mais normalement, on voit la transformation précise de Jean dans les détails, hein. Oh, mais comment veux-tu que je fasse ça, moi? Non, mais si moi je veux faire de la mise en scène plus tard. Allez, et dans l'acte 3, c'est un truc de fou! Tout le monde devient rhino, même Daisy, la copine de Béranger, qui les trouve beaux avec de l'ardeur. Béranger finit seul, et d'ailleurs, les derniers mots de la pièce sont... Casse-toi! Contre tout le monde, je me défendrai! Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout! Je ne capitule pas! Mais pourquoi des rhinos? T'es pas un peu parano des rhinocéros, toi? J'aime pas ça, je suis sûr que ça mange les grenouilles ce truc. Mais pourquoi il a fait une pièce avec des bestioles pareilles? Attends, déjà précise que Rhinocéros c'est une pièce d'Eugène Ionesco qui a été jouée en Allemagne en 59, puis en France en 1960. Tous les habitants, on l'a vu, avec toi et Alberta, sont atteints d'un mal mystérieux, la rhinocérite. Je suis sûr que c'est une métaphore. Exactement. Je suis tellement fort. Mais une métaphore de quoi? Alors, quand on nous apprend cette pièce, on nous dit souvent que c'est une métaphore du nazisme. Ça peut être vrai. Oh, puis tu sais quoi? Lis Ionesco, il a écrit, il le dit mieux que moi. Alors... Originairement, la rhinocérite était bien un nazisme. Le nazisme a été, en grande partie entre les deux guerres, une invention des intellectuels, idéologues et demi-intellectuels qui l'ont propagé. Rhinocéros frappe de façon surprenante tous les publics. Est-ce parce que cette pièce attaque indifféremment n'importe quoi et d'une façon vague, comme on me le reproche, alors que d'autres me reprochent de n'attaquer précisément que le totalitarisme nazi? En fait, c'est non seulement le nazisme, mais aussi tous les totalitarismes en général, à la fois le stalinisme et le fascisme. Cette pièce n'est pas vraie historiquement, il n'y a pas d'allusion aux déportés, ni à rien d'autre sur cette période. C'est plutôt le processus de fanatisation qui est mis en cause. Et dans les années 60, même si le nazisme est encore ancré dans les esprits, le stalinisme reste l'ennemi à vaincre. C'est pour ça qu'on peut encore l'utiliser aujourd'hui. Bon, c'est cool, mais pourquoi des rhinos? Ça aurait pu au moins être des mouches, c'est beaucoup plus appétissant. Et entre nous, c'est ce que je venais te demander à la base. Bon, tu sais quoi, je vais te répondre. Pourquoi des rhinos? Parce que les mouches, alors, non seulement c'est ridicule, ça fait pas peur, c'est pas fascinant. Ça va comme ça? Alors, qu'est-ce qu'il disait Ionesco dessus? Le taureau? Non, trop noble. L'hippopotame? Non, trop mou. Le buffle? Non, les buffles sont américains, pas d'allusion politique. Le rhinocéros? Enfin, je voyais mon rêve se matérialiser, se concrétiser, devenir réalité, masse. Le rhinocéros, mon rêve. Ah oui, il était carrément à fond, Eugène, en fait. Non mais en fait, Ionesco, il était drôle, hein. C'était pas un vieux crouton, tu sais. Bon, maintenant que t'es parti, pourquoi ils se sont tous transformés? Je veux dire, ils savent pas un peu réfléchir quand même? C'est vrai, mais tous ont des manières de réfléchir qui vont les conduire à leur perte. Et d'ailleurs, Ionesco en fait les thèmes de sa pièce. Tiens, prends le logicien par exemple. Il me fait trop rire! Il croit qu'il s'est raisonné, mais c'est un échec sur pattes! Voilà, si tu veux. Eh ben tiens, on va prendre comme exemple le syllogisme qui te fait trop rire. Tous les chats sont mortels! Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Non mais le plus drôle, c'est le vieux monsieur qui lui répond. Et il a 4 pattes! C'est vrai, j'ai un chat qui s'appelle Socrate! Le logicien n'est pas logique, il utilise un raisonnement déconnecté de la réalité. C'est comme Bottard. Tu vois Bottard? Le mec marxiste, il est un peu borné. Ce qui en fait un candidat idéal pour être transformé en rhinocéros.
Il réfléchit avec des slogans selon ses principes et son idéologie. Comme tout communiste qui se respecte, genre Alberta, tu sais. T'aimes bien raconter ta vie, toi. Tellement! T'as vu comme on est stylé sur scène? Mais d'ailleurs, c'est quoi comme théâtre? On peut pas vraiment dire que c'est absurde, enfin, et on comprend ce qu'il raconte. Tu sais déjà, l'absurde, c'est pas mettre des mots sans sens les uns à côté des autres et hop, ça fait une œuvre d'art. Les gars, ils ont pensé un peu. Ici, c'est même un peu plus compliqué que ça, parce que, en fait, la pièce commence avec une veine comique, avec les entrelacements de dialogue, et aussi avec les raisonnements sans sens. Mais une fois que la rhinocérite apparaît, tout le comique disparaît. On tombe dans l'angoisse. C'est une sorte de tragédie, quoi. Alors, fais attention au mot tragédie, d'accord? La tragédie en France est un genre théâtral qui est très codifié. On peut pas l'utiliser comme ça. Pour Ionesco, vu qu'il y a du comique au début et qu'après on tombe dans le drame, on peut appeler ça une farce tragique. Enfin, je veux pas dire, tu utilises le mot tragique pour parler de ton truc, là. Oui, tragique, mais tragique au sens quotidien, au sens où nous on l'utilise aujourd'hui. La farce tragique, c'est un genre dont Ionesco s'est beaucoup servi et qui aujourd'hui est connu essentiellement grâce à lui. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je mets un lien en description et t'iras voir. Enfin, ça je le dis surtout pour les gens, hein. Oui, parce que moi je peux pas cliquer. Parce que je suis une grenouille. Ce genre de truc, quoi. Bref. Mais du coup, les mises en scène doivent être pas mal quand même. En vérité, c'est difficile de trouver le dosage juste de tout ça. Le metteur en scène doit être très vigilant avec le texte, surtout que Ionesco en a parlé, à la fois dans les journaux et aussi dans un de ses textes, qui s'appelle Notes et contre-notes. Je ne fais pas de littérature. Je fais une chose tout à fait différente. Je fais du théâtre. Je veux dire que mon texte n'est pas seulement un dialogue, mais il est aussi indication scénique. Ces indications scéniques sont à respecter aussi bien que le texte. Elles sont nécessaires, elles sont aussi suffisantes. Si je n'ai pas indiqué que Béranger et Jean doivent se battre sur le plateau et se tordre de le nez l'un à l'autre, c'est que je ne voulais pas que cela se fît. Ah, c'est clair au moins. Oui, si tu veux. Mais tiens, lis ça aussi, tout va s'éclairer pour toi. À proprement parler, ma pièce n'est même pas une satire. Elle est la description, assez objective, d'un processus de fanatisation, de la naissance d'un totalitarisme qui grandit, se propage, conquiert, transforme un monde et le transforme totalement, bien sûr, puisqu'il est totalitarisme. La pièce doit suivre et marquer les différentes étapes de ce phénomène. J'ai bien essayé de le dire au metteur en scène américain. J'ai nettement indiqué, dans les quelques interviews que j'ai pu donner, qu'il s'agissait bien, dans cette pièce, de dénoncer, de démasquer, de montrer comment une idéologie se transforme en idolâtrie, comment elle envahit tout, comment elle hystérise les masses, comment une pensée, raisonnable au départ et discutable à la fois, peut devenir monstrueuse lorsque les meneurs puis dictateurs totalitaires, chefs d'îles, d'arpents ou de continents, en font un excitant à haute dose dont le pouvoir maléfique agit monstrueusement sur le peuple qui devient foule, masse hystérique. J'avais bien indiqué que je ne m'attaquais pas au conformisme, car il y a un certain anticonformisme qui est conformiste, dans la mesure où le conformisme auquel il s'attaque n'est qu'une chose vague. Une pièce anticonformiste peut être amusante, une pièce antitotalitariste par exemple ne l'est plus. Elle ne peut être que douloureuse ou sérieuse.